Alors, que retenir de l'action de Donald Trump depuis son retour au pouvoir le 20 janvier, il y a 100 jours? Réponse avec vous, Jean-Marc Vittori. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Éditorialiste aux Échos. Bon, on pense tous évidemment, quand on fait le bilan, à la guerre commerciale qu'il a déclenchée avec le reste du monde. Selon vous, il y a plusieurs guerres en parallèle, hein, pas seulement la guerre commerciale. Oui, ce qui est fascinant dans les 100 premiers jours de Trump, c'est que il est parti absolument tous azimuts, et c'est une énorme différence avec son premier mandat. Lors de son premier mandat, il n'était pas prêt. Et le Parti républicain et les différentes chapelles du Parti républicain n'étaient pas prêtes. Là, tout le monde était prêt, à la fois avec des projets très précis, avec des nominations aussi très précises. Et donc, ça a permis à Donald Trump de prendre des mesures à une vitesse absolument incroyable. 139 décrets, les fameux executive orders, pris en 100 jours, c'est évidemment un record absolu. Et il y en a pour tout le monde. Alors évidemment, la guerre commerciale, c'est la plus évidente, mais il a aussi attaqué sur le front de la diplomatie, il a aussi attaqué sur le front financier, avec ses offensives du côté de la réserve fédérale, sur le plan budgétaire, de la dépense publique, sur le plan fiscal, avec aussi les baisses d'impôts qu'il promet, sur le plan culturel, sur le plan judiciaire. C'est vraiment une action absolument à tous azimuts. D'abord, la guerre commerciale, dont on parle beaucoup évidemment, et pas seulement sur Boursorama. On a tous retenu qu'il avait reculé, rétropédalé, diront certains, en suspendant pendant 3 mois ses droits de douane réciproques. On ne retient que ça, ou on se dit qu'il a peut-être gagné quelques batailles, même si je ne les vois pas trop pour l'instant? Non, parce que d'abord sur la guerre commerciale, il a joué le contre-pied permanent. Hein. Pendant sa campagne, vous vous en souvenez peut-être, il avait annoncé 60% de droits de douane sur la Chine et 10% sur le reste du monde. Et il arrive à la Maison Blanche et il dit 25% sur les États-Unis, sur le Mexique et le Canada. Et il n'a pas arrêté de jouer des contre-pieds en faisant tantôt des mesures générales, tantôt des mesures particulières sur l'acier, sur l'automobile, sur les pays qui ont eu le malheur d'acheter du pétrole vénézuélien. Enfin, et il a multiplié toute une série d'armes commerciales, et jusqu'au fameux 2 avril et ces droits de douane absolument astronomiques. Alors on peut dire que ensuite il a reculé, mais il faut même regarder que avant la reculade, il y a un certain nombre de pays qui ont accepté des choses. Hein. L'Union européenne a dit voyons, faisons 0% de droits de douane réciproquement entre les États-Unis et l'Europe. Les Vietnamiens ont dit on a des droits de douane sur les produits américains, on va faire 0%. Et Donald Trump lui-même, lors d'un dîner, avait dit que il y avait les représentants de 70 pays qui étaient venus le voir, avec une formule beaucoup plus vulgaire que ça, que je ne vais pas répéter à l'antenne, mais donc qui étaient venus le voir pour négocier. Et donc là-dedans, ces pays, ils se mettent en position de lâcher des choses. Et tout ça, c'est des victoires symboliques que Trump met en avant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est lui qui a dit, qui a fait cette expression très vulgaire à la télé, dans cette réunion, pour bien montrer à quel point, grâce à son action, des dizaines de pays venaient maintenant manger dans la main des États-Unis. Et ça fait partie des choses que cherche Donald Trump. Ceci dit, quand on regarde la position réelle des États-Unis en matière commerciale, ce qui s'est passé depuis le 2 avril, c'est effectivement ces reculades, et ces reculades sans concession. C'est-à-dire que Donald Trump a reculé sans rien avoir en échange sur la Chine, hein, qui est là où la guerre a été portée à son point d'incandescence. Oui, parce que pardon, sur le plan il met 145% de droits de douane sur les produits chinois, mais en même temps, il y a des exemptions sur toute la tech, sur tous les produits. Oui. Il met des exemptions sur tous les produits où les consommateurs américains sont plus sensibles, et sans rien obtenir en échange de la Chine. Et donc la Chine ensuite elle diminue, mais elle diminue parce que les États-Unis ont commencé à diminuer. Et donc quand dans une négociation vous commencez à lâcher des choses sans qu'on lâche rien en face, vous ne vous mettez pas dans une position de force. Donc qu'est-ce qu'il va gagner avec cette guerre commerciale, Donald Trump et les États-Unis? Qu'est-ce qu'ils vont gagner au final? Il a gagné des victoires symboliques, mais il a aussi fait la preuve par l'absurde, hein, ça a été beaucoup souligné, que les liens commerciaux, c'est important, que ça compte, qu'on ne peut pas décider du jour au lendemain de se couper des produits d'un pays comme la Chine, par exemple.
Et donc, il a eu des victoires symboliques, et pour lui, c'est très important, je répète, les victoires symboliques sont pour lui très importantes. Il peut s'en vanter dans ses dîners en ville, il peut s'en vanter sur son réseau social Truth Social, il peut l'admirer dans ce que reflète de son action Fox News et Fox Business, et donc ça, pour lui, c'est extrêmement important. On entend souvent les commentateurs et les experts nous dire oui, le monde a changé, Trump a changé la face du monde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour le dire? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a accéléré des évolutions en cours. Si vous prenez la politique commerciale américaine, en fait, on a une forme de continuité entre Obama, Trump, Biden et Trump à nouveau. Les outils ont complètement changé. Mais la fermeture des États-Unis, je rappelle que Barack Obama avait commencé à mettre des droits de douane sur certains produits chinois, comme les pneus. Ça a donné lieu à une étude qui a montré à quel point ça nuisait plutôt à l'économie américaine. Mais Barack Obama avait fait ça, et c'est lui qui a commencé à ne pas à bloquer l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce, qui est le dernier tribunal qui rend les décisions au terme d'une contestation portée à l'Organisation mondiale du commerce. Et donc cet organisme ne fonctionne plus et il paralyse en fait le règlement des batailles commerciales entre pays à l'Organisation mondiale du commerce. C'est Barack Obama qui avait commencé à faire ça. Donald Trump a continué, il a mis des droits de douane notamment sur la Chine. Biden a dit les droits de douane on arrête, mais on subventionne massivement les gens qui viennent investir aux États-Unis. Et Trump revient et il dit à nouveau droits de douane massifs, mais vous avez aussi intérêt à venir investir aux États-Unis. Et là, il le fait non pas avec des subventions, mais avec des menaces. Et il obtient là aussi des investissements massifs, au moins en affichage. Sur ces 6 autres guerres de Trump, il y a la guerre commerciale, encore une fois. On a pris du temps pour en parler, et on pourrait continuer, mais il y a aussi d'autres guerres. Il est en guerre contre tout le monde, guerre diplomatique, guerre budgétaire, guerre fiscale, guerre judiciaire, guerre financière. On commence par quoi? On peut commencer par la plus évidente après la guerre commerciale, qui est la guerre diplomatique. Et donc là, on voit bien, il avait promis beaucoup de choses. Il avait dit, je réglerai en 24 heures. La question de la guerre en Ukraine en 24 heures. Et puis ensuite, il avait dit, il avait allongé le délai, mais on voit bien que c'est toujours pas réglé et que ça ne l'est pas. D'ailleurs, ça commence à l'agacer. Mais en attendant, à plusieurs reprises, il a prévenu Vladimir Poutine en disant, il faut arrêter de bombarder des hôpitaux, des lieux civils comme ça. Et Poutine n'en a strictement rien fait. Il a continué de faire exactement comme si Trump n'avait rien dit. Il s'est passé exactement la même chose en Israël, où à plusieurs reprises, Donald Trump a dit à Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, qu'à Gaza, il fallait même faire attention aux bombardements, et Benjamin Netanyahu n'en a absolument pas tenu compte. Donc, il est parti sabre au clair en disant Make America Great Again, c'est elle qui va à nouveau décider dans le monde, et on voit bien qu'il n'en est rien. Les négociations dans l'accord avec l'Iran sont des négociations qui ramèneraient en fait la situation à ce qu'elle était avant que Donald Trump casse le jeu lors de son premier mandat. Et on voit bien que dans la situation actuelle, le message pour un pays important face aux États-Unis qui est la Chine, il est clair, ce message, il est si jamais Pékin décidait d'envahir Taïwan, eh bien Donald Trump ne fera rien de vraiment méchant. Et donc il s'est mis en fait il est parti sabre au clair, mais il s'est mis dans une position de faiblesse. Et on voit ça dans d'autres domaines aussi, la bataille financière. Pourquoi, Jean-Marc, pourquoi guerre budgétaire? Oui. Pourquoi il y a une guerre budgétaire? Il a juste promis un plan de baisse d'impôts, c'est pas une guerre. C'est pas une guerre, mais pour la faire passer, il va falloir la faire passer au Congrès. Et là, ça va être très compliqué. Et donc, on voit bien qu'au Congrès, où les représentants et les sénateurs commencent un peu à se réveiller après des semaines d'anesthésie, de sidération, on voit bien que ça va être extrêmement compliqué. Là, ça va pas être une guerre externe, mais Donald Trump ne mène pas des guerres qu'avec le reste du monde, il en mène aussi à l'intérieur de son pays. Là, c'est quelque chose qui va se jouer au Congrès. Ça, c'est une guerre fiscale. Pour le coup, c'est une guerre fiscale, ça. Oui. Oui, ça va être une guerre fiscale. Et donc là, ça va se jouer donc au Congrès. Il y a la guerre budgétaire.
de l'autre versant des finances publiques, qui est les dépenses publiques. Et donc là, c'est ce qu'a fait ce que devait faire Elon Musk. Et c'est frappant là encore de voir à quel point on a changé en 100 jours. Hein. Elon Musk est arrivé en disant je vais couper les dépenses publiques de 2000 milliards. Maintenant, il suit un objectif de 150 milliards, donc moins de 10% de l'objectif initial. Et on sait que ça va être très difficile à atteindre. Il y a eu des coupes qui ont été faites, mais des coupes qui vont parfois poser des gros problèmes. Hein. Quand vous réduisez les contrôleurs des impôts, vous savez à peu près de manière certaine que l'impôt va moins bien rentrer. Et donc, on dépensera moins pour les conseillers, pour les contrôleurs fiscaux, mais on recevra moins d'impôts en échange. Et donc, on voit bien que Elon Musk là est parti aussi, hein, sabre au clair. Et on voit bien qu'il a déjà reculé, puisqu'il dit maintenant je vais faire ça plus de 2 jours par semaine. Ouais. Donc voilà, c'est beaucoup de guerres entamées et des résultats derrière qui ont beaucoup de mal à convaincre. Il reste la guerre financière. Guerre financière, c'est son combat avec la Fed, c'est ça, non? Oui, c'est son combat avec les marchés et puis surtout avec la Fed. Ah, les marchés ont marqué le point là pour le coup, hein, puisque les marchés l'ont fait reculer, notamment le marché de la dette américaine. Oui, mais il avait commencé par dire c'est pas grave si tout baisse, et puis ensuite il a complètement changé de pied. Il a évoqué, et son entourage a évoqué de manière très 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 ferme l'hypothèse du limogeage de Jay Powell, le patron de la Réserve fédérale des États-Unis, et devant la réaction des marchés, là aussi on a rétropédalé. Et en fait derrière tous ces mouvements, vous remarquez que sur chaque chantier, on est parti très fort et on recule. Et je crois que ce qui est important à retenir, c'est qu'en fait Donald Trump, il est déjà en train de passer à la deuxième phase de son mandat. La première phase, c'était une phase tout feu, tout flamme, avec des combats qui sont des combats idéologiques. Et là, on est en train de passer au pragmatisme, au coup par coup. Et Donald Trump, il sera en fait beaucoup plus à l'aise là-dessus. Donald Trump n'est pas un idéologue, c'est un pragmatique. Il a montré tout au long de sa carrière, de ses différentes carrières. Et je pense vraiment qu'on est en train de passer à la deuxième phase du mandat Trump 2, et cette deuxième phase, elle va être en fait encore plus surprenante parce que quand vous regardez la première phase, tout ce qu'il a fait, il l'avait dit. Alors, la méthode, la forme a été surprenante, mais sur le fond, on n'était pas surpris. On savait qu'il ferait une guerre commerciale, on savait qu'il voulait mater la Fed, on savait qu'il voulait marquer des points dans plusieurs négociations internationales. Donc, tout ça s'était affiché. Et donc, la forme a été surprenante, mais le fond, on le savait. Et là, maintenant, en fait, on entre dans une période paradoxalement encore plus incertaine que celle que nous venons de vivre et qui était déjà assez ahurissante. Les 100 prochains jours ne seront pas de tout repos. C'est ça que vous nous dites. Les 100 prochains jours, oui, seront encore plus surprenants que les 100 premiers. Voilà. Merci beaucoup. Explication, point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Bonne journée. Merci David. Salut. Au revoir.